Bonsoir à tous. On fait un survol des approches thérapeutiques dans la leucémie aiguë lymphoblastique de l'adulte. On aborde aussi un petit peu les facteurs pronostiques. Je ne suis pas revenu sur les éléments de diagnostic très basiques parce que je pense que vous les avez déjà. Et voilà, donc je m'excuse, je n'ai pas pu venir à Saint-Louis parce que c'était compliqué pour moi. Je ne sais pas très bien où vous êtes les uns les autres. Je ne sais pas si vous êtes réunis dans une même salle ou pas. Alors, comme vous savez probablement, l'épidémio de la LAL varie un peu en fonction des sous-types. Typiquement, la LL de la lignée T a un pic d'incidence chez les adolescents jeunes adultes, alors que les formes de la lignée B touchent des adultes un peu plus âgés, médiane d'âge aux alentours de 35 ans. Et alors que la LAL, la chromosome Philadelphie, touche des sujets encore plus âgés, dont la médiane d'âge est de 70 ans. Donc, c'est des groupes de patients différents. Et alors, pour remettre les choses un peu dans un contexte historique, avec un recul de quelques dizaines d'années, je vous montre cette première diapositive qui correspond aux résultats cliniques de devenir des patients traités à la fin des années 90, début des années 2000, donc quand moi j'étais à votre place, où vous voyez qu'en fonction des différents pays d'où émanaient ces études, qui étaient des études larges, entre 200 et 2000 patients, le pourcentage de rémission complète était de l'ordre de 80-90%, mais le devenir global était une survie globale aux alentours de 40%, avec un suivi relativement long, entre 3 et 9 ans, et des survies sans rechute de la maladie qui étaient un peu moindres que les survies globales, mais pas si éloignées, ce qui vous indique d'ores et déjà que avait du mal à rattraper ces patients au moment où ils rechutaient, donc ce qui fait que la survie sans rechute et la survie globale étaient proches les unes des autres. Et alors, il y a eu un tournant assez important dans les concepts thérapeutiques qui a découlé de la population des adolescents, jeunes adultes, qui, en fonction des services dans lesquels ils atterrissaient, étaient traités soit par des schémas pédiatriques, s'ils arrivaient dans des services pédiatriques, soit par des schémas adultes, s'ils arrivaient dans des services adultes. Donc, dans la tranche d'âge 15-20 ans. Et ça, c'est une étude française qui avait comparé ces deux types de traitements, soit par le protocole pédiatrique, soit par le protocole des sujets adultes. Et vous voyez qu'il y avait une différence très nette en termes de devenir, à la fois dans la survie sans rechute et dans la survie globale. Et donc, dans une analyse statistique multivariée où on intégrait l'ensemble des facteurs pronostiques, c'est cette allocation dans un traitement pédiatrique qui était le facteur prédictif le plus puissant. Cette comparaison a été réitérée dans d'autres pays européens et américains, avec systématiquement un bénéfice en termes de survie, c'est la colonne de droite, pour les schémas d'inspiration pédiatrique. Et vous voyez parfois des survies qui doublent, quelque chose de très marquant. Et c'est ça qui a conduit au schéma dit d'inspiration pédiatrique, dédié au sujet adulte, donc. Donc, vous avez un exemple du squelette sur cette diapositive, et qui, à vrai dire, est encore le squelette qui est aujourd'hui utilisé en 2023 pour la majorité des patients, en tout cas entre 18 et 60 ans.
Donc, c'est une induction à 5 drogues comportant la daunorubicine, l'anthracycline, la vincristine, un poison du fuseau, des stéroïdes et de l'endoxan, cyclophosphamide, avec l'introduction de l'asparaginase, qui auparavant n'était pas utilisée chez les sujets adultes, alors qu'elle l'était chez les sujets enfants. Donc l'asparaginase, en 2 mots, c'est une enzyme extraite d'une bactérie, Escherichia coli, qui clive l'asparagine et a un effet antitumoral dans ce sens-là, et des effets secondaires qui sont rattachés à cette activité protéolytique, notamment sur les facteurs d'hémostase, donc qui conduisent à tout un management autour de l'hémostase. Donc, à l'issue de cette phase d'induction, on analyse la rémission complète ou pas, et s'ensuivent des blocs de consolidation qui se répètent sur 2 séquences similaires, qui ont lieu tous les 15 jours, basés chacun sur une drogue spécifique, les hautes doses d'aracitine, les hautes doses de méthotrexate, ces 2 drogues ayant un tropisme neuroméningé, parce que vous savez que cette maladie a un tropisme neuroméningé, tel point que tous les patients reçoivent au fil du traitement des intratécales de chimiothérapie à titre préventif et bien sûr à titre curatif s'ils ont une atteinte initiale du SNC. Et enfin, le 3e bloc, qui est des doses répétées d'endoxan, assez rapprochées, qui, lui, n'a pas de pénétration dans le système nerveux. C'est pour ça qu'il y a une intratécale qui est faite en même temps. Voilà, ceci est répété 2 fois de suite, donc c'est une phase de consolidation qui s'étale sur 2 mois et demi. Et puis, donc, qui est généralement faite de manière ambulatoire, sauf s'il y a des aplasies fébriles qui nécessitent des retours en hospitalisation. À l'issue de ça, s'enchaîne une phase d'intensification retardée, qui est en fait une récapitulation de l'induction utilisant les mêmes drogues. De nouveau, un bloc de consolidation selon la même séquence qu'au-dessus. Et puis, s'ensuit un traitement de maintenance qui s'étale sur 2 ans, qui combine un traitement oral, du 6-mercaptopurine qui s'appelle le purinétol, qui se prend tous les jours, avec du méthotrexate en comprimé qui se prend de manière hebdomadaire. Et pendant la première année de ce traitement d'entretien, sont adjoints des injections de vincristine 1 fois tous les mois, avec un petit peu de stéroïdes. Donc voilà, alors ça c'est le devenir des patients traités dans le protocole français qui s'est développé entre 2005 et 2012, selon cette chimiothérapie d'inspiration pédiatrique. Avec, vous voyez, donc il y avait près de 1000 patients traités, la médiane d'âge de 35 ans, qui se répartissait entre 2 tiers de maladies de la lignée B et 1 tiers de maladies de la lignée T, ce qui est une répartition qu'on retrouve tout le temps, avec des maladies qui étaient classifiées de risque standard pour 1 tiers d'entre elles et de risque élevé pour les autres 2 tiers. On va revenir sur les facteurs de classification de risque. Et pour lesquels environ 1 tiers de l'effectif était intensifié avec une greffe allogénique en première rémission complète. Et donc, vous voyez que le devenir, avec un suivi de 4 ans, un taux de rémission complète à l'issue de l'induction de 92%, était une survie globale proche de 60%, ce qui était significativement supérieur à ce qu'on observait au préalable dans ce que je vous ai montré sur la diapositive précédente. On était aux alentours de 40% de survie sur le long terme. Donc, un gain significatif en termes de devenir du fait de l'utilisation de ces régimes d'inspiration pédiatrique. Alors, quelques mots sur les facteurs de risque. Initialement, dans ces études historiques, on va dire, donc, certains sont reliés au patient, l'âge, l'état général. D'autres sont reliés à la maladie de fond, avec la leucocytose, qui est un facteur qui reste important aujourd'hui en 2023. Les maladies hyperleucocytaires sont de bon pronostic. L'atteinte du système nerveux central, quelques facteurs phénotypiques en cytométrie de flux
donc, qui aujourd'hui sont moins importants, des anomalies cytogénétiques récurrentes qui vous sont listées ici, translocation 4-11 qui implique le gène MLL et translocation 1-19 qui sont des maladies de mauvais pronostic. La maladie à chromosome Philadelphie avant l'ère des ITK était clairement identifiée comme une maladie de mauvais pronostic. Et puis enfin, des facteurs pronostiques reliés à la réponse précoce au traitement. Je ne vous l'ai pas dit, mais on pratique souvent une phase dite de pré-phase, où les patients ne reçoivent que des stéroïdes pendant 7 jours. Et on analyse à l'issue de ces 7 jours si la blastose périphérique dans le sang a décru, scindant les patients entre des corticosensibles et des cortico-réfractaires. Voilà. Et ce facteur de réponse obtenu très précocement dans l'histoire de traitement avait en tout cas un impact pronostique assez stringent. Vous allez voir que l'ensemble de ces facteurs pronostiques ont été revus au gré des progrès de la biologie. Et on faisait un myélogramme aussi en cours d'aplasie au début de la chimiothérapie, sur lequel on voyait une disparition des cellules plastiques ou pas, le plus souvent dans une moelle très pauvre parce qu'on était en phase d'aplasie. Et ça aussi, ça avait un facteur pronostique. Et enfin, le myélogramme de rémission complète qu'on fait environ 1 mois après le début du traitement. Les patients qui ne répondent pas à une première chimiothérapie sont dirigés vers une chimiothérapie de rattrapage et ont un pronostic plus défavorable que ceux qui répondent à un premier régime de chimiothérapie. Alors, vous voyez ici sont l'ensemble de ces facteurs pronostiques qu'on vient de lister. Et ici, c'est l'ensemble des groupes thérapeutiques dans le monde entier. Et vous voyez, cette diapo est juste pour intérêt de vous dire qu'il y a certains facteurs pronostiques qui sont consensuels, comme par exemple la leucocytose, vous voyez qu'elle est utilisée par l'ensemble des groupes comme facteur pronostic. Le fait de ne pas répondre à une première induction, pareil. Mais il y a d'autres facteurs qui sont utilisés de manière beaucoup plus hétérogène parce que le niveau d'évidence est moindre. La tranche d'âge, l'atteinte du système nerveux central, et les facteurs de réponse précoce aussi, de même que les facteurs de cytométrie de flux, de phénotype des cellules blastiques. Alors, donc on a vu tout à l'heure le devenir global de ces patients avec une survie globale qui était augmentée de l'ordre de 15% grâce à ces chimiothérapies d'inspiration pédiatrique. Ici, je vous ai montré la survie sans rechute, RFS, Relapse-Free Survival, en fonction du groupe de risque défini par les facteurs que l'on vient de lister là, montrant que ces facteurs gardaient, avec ces chimiothérapies d'inspiration pédiatrique, une valeur prédictive, puisque les patients de groupe standard avaient une survie sans rechute significativement supérieure aux patients classifiés de haut risque. Donc, face à ce gain en termes de devenir global, ont été vite identifiés un certain nombre de limitations pour l'application de ces régimes d'inspiration pédiatrique, en particulier rattachés à l'âge, puisque parmi cette population adulte, il semble quand même que les patients au-delà de 45 ans aient un peu de mal à subir la dose intensité d'inspiration pédiatrique, ce qui fait sens. Ce qui vous est figuré ici en termes de survie globale, où vous voyez le devenir. Ça, c'est les plus de 45 ans qui font moins bien que les 25-45 en orange et les 15-25 en bleu. Et donc, en analysant essayant de définir le meilleur seuil pour trancher des devenirs différents, c'est cet âge de 45 ans qui a été identifié. Et cette différence, elle était non pas liée à une incidence de la rechute différente en fonction de l'âge, que vous voyez en fonction des 3 tranches d'âge,
l'incidence cumulative de rechute CIR était superposable de l'ordre de 30% à 5 ans, mais cette différence est bien liée à une toxicité du traitement, analysée ici sous la forme de mortalité non reliée à la rechute. Donc, c'est vraiment de la mortalité toxique, presque, on va dire, iatrogène, sur laquelle vous voyez que les plus de 45 ans ont une mortalité de ce type de l'ordre de 20% à long terme, alors que les plus jeunes sont aux alentours de 8%. Donc, les plus de 45 ont un devenir global moins bon, et c'est lié à de la toxicité, et c'est pas lié à une nature différente de l'hémopathie qui répondrait moins bien à la chimiothérapie. Donc, ceci a conduit dans le protocole français qui a suivi, qui tourne encore dans les services, vous les avez peut-être croisés dans votre pratique, à des adaptations pour les sujets entre 45 et 60 ans, chez lesquels les doses de stéroïdes ont été diminuées essentiellement dans le temps pour essayer de réduire les complications infectieuses, bactériennes, fongiques. Et dans le même esprit, les doses d'anthracycline, de norubicine et d'asparaginase ont été adaptées. Pour les patients qui cumulent les toxicités, on a du mal à enchaîner les blocs de chimiothérapie parce que si les transaminases sont au-delà de 5 fois anormales, on hésite à enchaîner sur la prochaine chimiothérapie, craignant de majorer la toxicité hépatique. Et donc, on a créé ce qu'on appelle des blocs de chimiothérapie d'attente, avec ici du vépéside et de l'aracitine par voie sous-cutanée, qui a permis d'étaler un petit peu la toxicité et donc d'enchaîner les blocs avec plus de souplesse. De la même manière, chez ces sujets de plus de 45 ans, on a réduit les doses de méthotrexate pendant les consolidations. Et enfin, ça c'est un mouvement global dans le champ de la greffe. Pour les plus de 45 ans, ont été adaptés les conditionnements à la greffe. Vous savez probablement que le conditionnement historique des leucémies aiguës lymphoblastiques repose sur l'irradiation corporelle totale, combinée le plus souvent avec l'endoxan, ce qui, au-delà de 45 ans, peut conduire à des complications importantes. Et donc, dans ce protocole-là, les sujets de plus de 45 ans étaient dirigés sur des conditionnements d'intensité réduite, souvent en gardant une irradiation corporelle totale, mais d'intensité moindre, passant de 12 degrés à 8 degrés. Il va de soi que si vous avez des questions, vous m'interrompez. Vous m'entendez? Oui, Et l'écran, vous le voyez toujours? oui, oui, c'est bon, on voit bien. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, il y a eu un tournant qui a été le développement de l'analyse de la maladie résiduelle, c'est-à-dire des quantités de tumeurs infimes, par le développement de techniques de PCR sensibles, analysant les réarrangements clonaux des cellules blastiques, soit des chaînes lourdes d'immunoglobulines pour la lignée B, soit des réarrangements du T-cell récepteur pour les maladies de la lignée T. Donc, c'est des PCR quantitatives qui permettent de détecter des quantités faibles de tumeurs. Alors,
Rapidement, on a cherché à définir quel était le niveau de maladie résiduelle permettait de prédire le devenir des patients. Et on s'est, bien sûr, on a commencé par s'intéresser à l'analyse qui est faite à l'issue de l'induction au moment du myélogramme fait pour définir la rémission complète cytologique de la maladie. Et sur ces courbes d'incidence de rechute, vous pouvez voir qu'on a identifié un seuil qui est défini à 10-4 clones détectés pour prédire le devenir. En d'autres termes, les malades au-dessus de ce seuil de 10-4 ont une incidence de rechute significativement supérieure à ceux qui sont inférieurs à 10-4, ou voire encore en bleu, ceux dont la maladie résiduelle est indétectable avec une sensibilité de l'ordre de 10-5. Et ceci se retrouvait à la fois dans les maladies de la lignée B. Vous voyez un écart qui est très important, hein, une incidence de rechute à 5 ans qui passe de 20% à 60%, en fonction de cette analyse faite après l'induction, mais aussi dans la lignée T, avec là aussi un risque relatif de l'ordre de 3, entre ceux qui ont une maladie résiduelle inférieure à 10-4 et les autres. Et enfin, un impact de cette maladie résiduelle sur l'endpoint le plus global, qui est la survie globale, avec une différence là aussi très significative de cette analyse maladie résiduelle faite précocement, hein, un mois, 6 semaines après le diagnostic initial. Et parallèlement au développement de cette maladie résiduelle qui aujourd'hui en France est analysée de manière centralisée. Il y a quelques laboratoires qui centralisent ces analyses. Dans la région parisienne, c'est surtout Saint-Louis. Dans le sud, c'est surtout Toulouse et Lyon. Donc les prélèvements en voyage. Donc, parallèlement, ont été identifiés un certain nombre de mutations dans des gènes oncogéniques. Et certaines de ces mutations ont démontré un impact pronostique important et ont donc été intégrées dans la définition du risque patient par patient. Donc, ces marqueurs oncogéniques vous sont listés là. Ils sont en gras ceux qui sont les plus fréquents et donc les plus utiles dans la classification des patients. Dans la lignée T en haut, vous voyez qu'il y a deux types de mutations, celles qui sont sur la voie de signalisation du gène Notch, qui est une voie très utilisée dans la lignée T pour la transduction du signal, avec d'autre part des gènes, des oncogènes RAS et PTEN qui sont aussi retrouvés dans environ un quart des patients qui, vous allez voir, ont un rôle dans la classification pronostique. Donc, il y a d'autres mutations, mais qui sont moins fréquentes et d'impact pronostique moins important. Et dans la lignée B, le gène le plus fréquemment muté, un quart, un tiers des patients, et qui a le facteur pronostic le plus fort, s'appelle IKZF1, dénommé aussi Icaros, dont il existe des délétions assez larges dans le gène qui ont un impact péjoratif sur le devenir des patients, chez l'adulte comme chez l'enfant. Et sur cette diapositive, je vous ai montré l'impact de cette délétion Icaros chez des sujets adultes du protocole français. En termes d'incidence cumulée de rechute, vous voyez que les patients germline ont une incidence significativement moindre que les patients qui sont mutés, avec un risque relatif de l'ordre de 2. Donc, confirmant l'impact de ce marqueur-là chez l'adulte qui avait été identifié d'abord chez l'enfant. Et alors, dans les maladies de la lignée T, c'est un peu plus complexe.
parce qu'en fait, c'est un score qui intègre à la fois les mutations de la voie Notch, qui, elles, sont favorables, mais aussi les mutations de RAS et PTEN, qui, elles, sont défavorables. Et donc, en fait, si on fait toutes les combinatoires possibles entre ces deux groupes de gènes, on identifie un groupe dont le devenir global est bien au-dessus des 3 autres groupes, qui sont ceux qui sont mutés pour Notch ou son collègue FBXW7, mais non mutés pour les gènes oncogéniques. Donc, ce qui fait un score qu'on appelle aussi un classifier oncogénique, qui ségrège des patients de faible risque, qui sont ceux-là, là, la courbe rouge, et des patients de haut risque, qui sont les 3 autres groupes, en fonction de ces mutations spécifiques. Et vous voyez que c'est un devenir qui est assez bien distingué, avec des tests statistiques qui sont hautement significatifs. Donc, en conclusion, sur cette première partie, les protocoles d'inspiration pédiatrique ont clairement amené un gain, ce qui forcément conduit à revoir les facteurs de risque historiques qu'on a vus au début, puisqu'il faut les réévaluer dans ce nouveau contexte thérapeutique. D'autant plus qu'on a 2 outils supplémentaires qui sont la maladie résiduelle et ces marqueurs oncogéniques qui semblent, sur les courbes que je vous ai montrées, avec les risques relatifs importants associés, des prédicteurs forts du risque de rechute de la maladie. Alors ensuite, dans cette maladie-là, il y a une question critique qui est la place de la greffe allogénique en première rémission complète de la maladie. La question ne se pose pas en deuxième rémission complète parce que tous les patients qui rechutent, si on arrive à les contrôler, à les mettre en deuxième rémission complète, dès qu'on a un donneur, a priori, ils vont tous à la greffe. Mais la question est plus délicate en première rémission complète. Bon, ça, on va passer. Donc voilà, ici vous sont figurés l'expérience du groupe français, là encore, où tous les patients classifiés de haut risque, selon les critères historiques que je vous ai mentionnés tout à l'heure, étaient dirigés vers l'allogreffe en première rémission complète. S'ils avaient un donneur dans la fratrie géno-identique, ou s'ils avaient un donneur sur le fichier correctement matché, ce qu'on appelle le 10 sur 10. À l'époque, la greffe haploïdentique n'était pas développée comme elle l'est aujourd'hui. Donc, dans ces analyses-là, il n'y a pas de greffe haploïdentique. Et on compare dans cette diapo, et dans les quelques qui vont suivre, le devenir au sein de ces patients de haut risque, le devenir de ceux qui sont greffés versus ceux qui ne sont pas greffés. En général, ils ne sont pas greffés parce qu'on ne leur a pas trouvé un donneur selon les critères que je viens de vous dire, ou parce qu'ils ont refusé, ou parce que les cliniciens ont considéré qu'ils avaient des contre-indications, des comorbidités, l'aspergillose contractée pendant l'aplasie de la chimiothérapie, qui contre-indiquaient le fait d'aller à la greffe. Et donc, vous voyez que quand on comparait le devenir de ces 2 groupes de patients, eh bien, on ne dégageait pas une différence claire en termes de devenir, même si le devenir du groupe greffé était un petit peu au-dessus des non-greffés, cette différence n'était pas significative sur un nombre de patients important, hein, donc plus de 500 patients analysés. Et ceci était similaire dans la lignée B et dans la lignée T, et indépendamment du type de donneur, de la fratrie ou donneur de fichier. Donc, on s'est attaché à essayer de déterminer un sous-groupe de patients qui tirerait profit de l'allogreffe
afin d'essayer de clarifier les indications d'allogreffe en rémission complète, notamment pour les protocoles qui suivaient celui-ci. Donc, la première des choses a été de regarder les critères d'âge, de part et d'autre de 45 ans, parce qu'on a vu que c'était un seuil qui avait une importance. Et ces courbes-là de survie sans rechute vous indiquent que, de nouveau, aucune différence n'était identifiée de manière statistiquement significative entre les greffés non greffés au-delà de 45 ans et les greffés versus non greffés chez les plus jeunes. Donc, ce n'était pas une histoire, on n'arrivait pas à identifier un groupe d'âge qui tirerait plus profit de la greffe. Alors ensuite, les marqueurs oncogénétiques. Est-ce que les patients avec ces nouveaux facteurs pronostiques oncogéniques, maladies résiduelles, permettent de mieux définir les patients qui tirent profit de la greffe? Donc ici, l'exemple de la mutation IKZF dans les maladies de la lignée B. Vous voyez là qu'il existe une différence chez les patients mutés IKZF, ce sont les courbes en trait fin. Les non greffés sont ici et les greffés sont ici. Il y a une différence qui est claire et qui est statistiquement significative et qui concerne donc un tiers de la population des LAL de la lignée B, alors que chez les patients qui sont non mutés, ce sont les courbes en gras, cette différence n'est pas retrouvée. Dans les maladies de la lignée T, en utilisant le classifier dont je vous ai parlé juste avant, on n'identifiait pas de sous-groupe de patients à risque standard ou à haut risque tirant profit de la greffe allogénique. Et enfin, l'autre marqueur pronostic important, la maladie résiduelle, où là encore, chez les patients qui, à l'issue de l'induction, avaient une maladie résiduelle supérieure à 10-4, c'est le même seuil qu'on analysait tout à l'heure, qu'on utilisait tout à l'heure, eh bien, on identifiait, sont les courbes en trait fin, un bénéfice à l'allogreffe au-dessus des patients non greffés, alors que chez les patients bons répondeurs moléculaires, donc avec une maladie résiduelle post-induction inférieure à 10-4, vous voyez que les courbes des greffés versus non greffés étaient superposables. C'est la raison pour laquelle, dans le protocole qui a suivi, celui qui tourne encore dans les services, la décision d'aller à la greffe en première émission complète reposait avant tout sur la maladie résiduelle à l'issue de l'induction. À vrai dire, on s'est aussi servi d'une maladie résiduelle à l'issue des premiers blocs de consolidation pour diriger ces patients-là vers la greffe. Enfin, vous avez compris que pour les thérapeutes, la question d'emmener un patient à la greffe ou pas est une question assez forte, parce que la greffe est rattachée à une toxicité notable, à la fois en termes d'aplasie, à la fois en termes de maladie d'une greffe contre l'autre. Il fait qu'il faut être vigilant sur le fait de proposer cette thérapeutique qu'aux patients dont il est démontré qu'ils en tirent un profit de manière globale. Alors, quelques mots sur les nouveaux agents, entre guillemets, qui sont plus si nouveaux que ça. Donc, les différentes cibles vous sont figurées sur cette diapo. Alors, dans le désordre, la molécule CD19, qui est une molécule membranaire, et la cible d'un petit peptide bispécifique dirigé contre anti-CD19 d'un côté, anti-CD3 de l'autre, qui a pour but de rapprocher les lymphocytes T cytotoxiques des cellules blastiques 19+. Donc, c'est le blinatumomab, qui aujourd'hui a une AMM, la LAN, la NIB, à la fois en rechute et à la fois en maladie résiduelle positive.
On va dire un mot bref des CAR-T cells dirigés contre la même molécule CD19, parce que j'imagine que vous avez d'autres orateurs qui vous parlent spécifiquement des CAR-T. La molécule CD22, qui est une autre molécule membranaire exprimée sur les lymphocytes de la lignée B et les blastes de la lignée B, est la cible d'un autre médicament qui s'appelle l'inotuzumab ozogamicine, donc un anticorps anti-CD22 couplé à une molécule de chimiothérapie qui s'appelle la calicéamicine. Il existe aussi des CAR-T cells anti-CD22, mais qui n'ont pas d'AMM dans cette pathologie-là. Puis il y a d'autres cibles qu'on verra après, qui sont les inhibiteurs de tyrosine kinase, utilisés dans les formes à chromosome Philadelphie, dans certaines formes qui ressemblent à des maladies à chromosome Philadelphie. Je crois qu'il y aura une diapo à la fin. Et puis, des choses qui sont beaucoup plus préliminaires sur, par exemple, le venetoclax, qui est un inhibiteur de l'oncogène BCL2, enfin qui n'a pas d'AMM dans la LAL, mais qui est utilisé dans le champ de la recherche clinique. Alors ça, c'est ces 3 papiers qui sont parus la même année, en 2016, qui sont 3 nouvelles immunothérapies de la LNB. Le rituximab en première, et ce sont 3 études randomisées contre placebo. Ça, c'est le rôle du rituximab en première ligne de traitement pour les maladies CD20 positives, qui représentent un tiers des LAL de la lignée B. Le deuxième, c'est l'inotuzumab ozogamicine, donc anti-CD22, pour des maladies en rechute, une première émission complète. Et ça, c'est le fameux blinatumomab, anti-CD3, anti-CD19. Pareil, pour des formes avancées de leucémie, au-delà de la première rechute. Alors, dans l'ordre, le rituximab, il a été testé de manière randomisée, non pas en aveugle, mais contre placebo, avec des administrations assez fréquentes sur ce backbone qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez qu'il y avait 16 injections étalées au fil du temps, de l'induction jusqu'au traitement de maintenance. Et le bras avec rituximab a dégagé un bénéfice, ici montré en termes de survie sans événement, c'est-à-dire essentiellement de la survie sans chute, un bénéfice significatif, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les patients de la lignée B exprimant le CD20, c'est-à-dire un tiers d'entre eux, reçoivent du rituximab dans ce cadre-là, même si le rituximab n'a jamais fait l'objet d'un dossier d'AMM parce que l'industrie pharmaceutique n'y avait pas un intérêt majeur comparément au wagon de rituximab utilisé dans les lymphomes. Deuxième molécule, l'inotuzumab ozogamicine, donc dans des formes en rechute réfractaire, RR, là aussi analysé contre placebo. Non, pardon, ce n'est pas contre placebo, c'est contre chimiothérapie standard. Donc, les centres choisissaient leur régime de chimiothérapie standard et ont randomisé contre l'inotuzumab. Avec là, ce qui vous est indiqué dans le cadran, un pourcentage de rémission complète après la rechute qui était très significativement supérieur dans le bras inotuzumab par rapport à la chimiothérapie standard, plus de 2 fois plus de rémission complète, et ceci dans l'ensemble des sous-groupes de LAL, soit des sous-groupes cliniques ou des sous-groupes biologiques. Voilà, c'est dans l'ensemble des sous-groupes. J'ai anticipé cette diapositive-là qui vous indique que quelle que soit la blastose médulaire, quel que soit le niveau d'expression de CD22, quel que soit le karyotype, le fait d'avoir été greffé ou pas avant le traitement, tout ceci se dégager en faveur de l'inotuzumab. Et ceci avait un impact significatif sur le devenir des patients. Les tests statistiques le montraient, à la fois en termes de survie globale, en termes de durée de rémission,
en termes de survie sans progression de la maladie. Mais comme vous pouvez le voir, les courbes n'étaient pas miraculeusement différentes. Voilà, ce qui fait que le produit a eu du mal à obtenir une AMM. Et à vrai dire, en France, alors que les études dataient de 2016, le produit n'a pas été disponible pendant plusieurs années parce que la commission n'a pas trouvé que le bénéfice apporté était suffisamment important. Et c'est seulement récemment que les choses ont changé, rendant de nouveau le produit accessible pour les cliniciens. Effet secondaire principal de ce traitement, c'est marrant parce qu'il se rapproche de l'autre drogue couplée à laquelle IKEA-MICI qui s'appelle le Minotarg, utilisé dans les leucémies aiguës myéloblastiques, qui est un anticorps anti-CD33 couplé à cette même drogue. C'est l'effet secondaire principal, c'est les maladies véno-occlusives ou syndrome d'obstruction sinusoïdale hépatique. Donc vous voyez que dans cette étude avec un grand nombre de patients, il y avait une incidence significativement supérieure au groupe contrôle, avec même 4% de décès liés à cette complication. Et ont été identifiés des facteurs de risque pour développer cette complication. Voilà, le fait d'avoir reçu plusieurs alkylants au fil de l'histoire et le fait d'avoir un bilan hépatique perturbé avant le traitement. Et enfin, dernière drogue, dernière immunothérapie, le blinatumomab, dans cette étude Princeps, elle aussi, dédiée à des maladies de la lignée B, qui sont à 99% du temps CD19 positives, donc en rechute ou réfractaire, avec là aussi l'analyse de la rémission complète qui était systématiquement dans chacun des sous-groupes indiqués ici, en faveur du blinatumomab versus la chimiothérapie standard qui était choisie au sein d'un échantillon de régime par chacun des centres qui participaient. Et là encore, un peu comme pour l'inotuzumab, un bénéfice significatif sur la survie globale, même si, comme vous le voyez sur l'allure des courbes, ce n'était pas une différence miraculeuse. Je crois que c'est là. Alors, je n'ai pas mis de diapo, mais depuis lors, en fait, le blinatumomab a trouvé une place un peu différente du traitement de la rechute, qui est en fait le traitement des malades qui se mettent en rémission cytologique, mais gardent une maladie résiduelle positive. C'est essentiellement là que le produit tire son bénéfice. Donc voilà. Et à vrai dire, au dernier congrès d'hématologie, il y a 4 mois, là, il a même été montré que ce médicament avait un intérêt significatif chez des patients dont la maladie résiduelle était indétectable. Comme si le fait, pour des patients dont on ne détecte plus de maladie, de maintenir une immunothérapie sur le long terme, procurait un bénéfice pour prévenir la rechute de l'hémopathie. Alors, petit chapitre sur les CAR T-cells, rapide pour être complet, mais j'imagine qu'il sera complété plus avant par un autre orateur. Donc, j'imagine que vous savez tous, les CAR T-cells, ce sont des cellules T qui sont manipulées génétiquement pour faire exprimer à la membrane un récepteur chimérique dirigé contre CD19 avec des chaînes légères anti-CD19 et des facteurs de transduction du signal issus des molécules de costimulation lymphocytaire T et de la chaîne zeta du TCR. Donc une immunothérapie cellulaire qui prolifère vis-à-vis de la cible CD19. La méthode de fabrication est autologue, c'est-à-dire qu'il y a une aphérèse du patient, une transduction des cellules qui est faite avec différents types de vecteurs, qui peuvent être soit des vecteurs viraux, soit de l'électroporation, et un retour par perfusion des cellules transduites
cette transduction se faisant de manière centralisée à travers le monde. Rares expériences avec des CAR-T allogéniques, où les cellules T sont prélevées chez le donneur allogénique dans le cadre de la greffe allogénique. Alors, le point majeur qui a changé la donne sur ces cellules-là, c'est leur remarquable efficacité dans des LAL de la lignée B, CD19 positive, réfractaires au traitement ou en rechute après obtention d'une rémission complète, où je vous ai montré que le pourcentage de rémission complète était de l'ordre de 40% avec la chimiothérapie et les nouvelles drogues d'immunothérapie. Là, on montait à des rémissions comprises entre 70 et 100% sur des expériences pédiatriques et adultes, avec différents types de construction, des CAR T-cells pas tout à fait identiques les uns par rapport aux autres. Et donc, ça a changé radicalement les choses dans le traitement de cette hémopathie, avec aujourd'hui 2 produits pharmaceutiques qui ont une AMM chez l'adulte, un CAR qui vient de chez Novartis, qui est dédié aux enfants et aux jeunes adultes jusqu'à 25 ans, et un CAR qui a la même depuis quelques mois pour les plus de 25 ans, en 2e rechute, qui vient du Gilead, Kite Gilead. Alors, point important, les 2 immunothérapies anti-CD19, donc le blinatumomab qu'on a vu, les CAR-T, ont des effets secondaires qui sont du même ordre. Donc, on peut observer des syndromes de relargage cytokinique après ces 2 types de thérapeutiques, des toxicités neurologiques, une hypoplasie de la lignée B liée au ciblage de CD19 qui est exprimé par les lymphocytes B. Puis il y a des risques théoriques pour les CAR-T liés à la transduction des lymphocytes, mais qui n'ont donné lieu à aucun effet secondaire jusqu'à aujourd'hui. Alors, un mot sur le relargage cytokinique. Il y a une échelle de graduation qui va d'une simple fièvre à des signes hémodynamiques sous la forme d'une hypotension respiratoire, de plus en plus sévère sur le grade 3, et puis nécessitant d'un transfert en réa avec ventilation assistée, avec des thérapeutiques sur lesquelles il y a un agent à retenir qui est le tocilizumab, un anticorps dirigé contre le récepteur de l'interleukine 6, qui a un effet tout à fait incisif sur ce syndrome, donc qui est utilisé assez rapidement sur des formes de grade 3 ou 4, même certaines formes de grade 2, en fonction de marqueurs biologiques, comme la CRP en particulier. Et avec ces CAR-T, comme avec le blinatumomab, avec ces thérapeutiques ciblant le CD19, on peut observer des mécanismes d'échappement tumoral, avec notamment la perte d'expression de l'antigène CD19, soit par une délétion du gène, soit par des mécanismes d'épissage alternatifs. Donc, vous voyez là une maladie 19+, qui devient une maladie 19-, soit même parfois qui se traduit même parfois par un switch de lignage, avec des maladies qui s'expriment à la rechute comme une maladie myéloïde, dans des formes impliquant le gène MLL sur 11q23. Bon, ça, je passe et on l'a déjà dit parce que le temps nous presse. Quelques mots sur la dernière forme de maladie, achromosome Philadelphie. Donc, les sujets plus âgés, comme on voyait sur la première diapositive. Donc, clairement, il y a eu 2 périodes, avant les ITK, après les ITK. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces comparaisons-là, mais globalement, avant les ITK, on était à 15% de survie sans rechute, 20% de survie globale. Et le fait d'avoir un chromosome Philadelphie était très clairement un facteur de mauvais pronostic. Après les ITK, on est passé à 40% de survie sans rechute, environ 50% de survie globale, donc ça a changé significativement la donne, et ceci avec l'imatinib, le Glivec, donc ITK de première génération. Les choses se sont encore améliorées avec les ITK de 2e puis de 3e génération.
Donc, les questions qui se sont posées avec l'arrivée de ces médicaments étaient, est-ce que finalement, grâce à ce nouveau médicament, on pourrait réduire un petit peu la chimiothérapie en contrepartie? Quel est le meilleur ITK suite à l'arrivée des deuxième et troisième générations? Et est-ce qu'il faut réfléchir à la place de la greffe dans ce nouveau contexte, puisque avant l'arrivée des ITK, toutes les LAL à chromosome Philadelphie étaient dirigées vers l'allogreffe en première émission complète s'il y avait un donneur. Donc, première question, est-ce qu'on peut réduire un petit peu la chimiothérapie du fait de l'arrivée des ITK? C'est un essai qui a été conduit dans le courant des années 2000, un essai français, où on a comparé par randomisation un schéma qui était essentiellement basé par l'imatinib, combiné avec des injections hebdomadaires de vincristine avec des stéroïdes, à un schéma plus classique, combinant de la chimiothérapie lourde, qu'on appelle hyper-CIVAD, cyclophosphamide, vincristine, adriamycine, dexaméthasone, combiné lui aussi à de l'imatinib. Donc ça, c'était pour l'induction. Ensuite, les patients recevaient le même type de consolidation et étaient greffés ou pas en fonction d'un certain nombre de paramètres qu'on ne va pas détailler là. Et le point important était que on n'a pas réussi à identifier de différence en termes de survie globale et en termes de survie sans rechute entre les patients qui recevaient l'induction light versus ceux qui recevaient l'induction lourde. Vous voyez que les courbes sont superposables dans les deux cas. Là, il y avait une petite différence, mais qui n'était pas significative. Ce qui fait que c'est largement développé, notamment avec les ITK de seconde et troisième génération, des inductions plus light, afin de limiter la toxicité de l'induction, particulièrement parce que ce sont des sujets âgés, donc qui tolèrent mal les chimiothérapies importantes. Deuxième point, place de la greffe en première rémission complète dans ce nouveau contexte. Donc ici, vous ai montré une comparaison greffée versus non greffée dans cette maladie, où on était à la limite de la significativité. Vous voyez un P à peine inférieur à 0,05. Donc dégageant un bénéfice en termes de la greffe, mais des choses qui méritaient d'être contrôlées dans d'autres études ou dans des répétées sur des études additionnelles. Et alors, en parallèle de ça, donc les ITK ont progressé. Il y a les deuxième génération, nilotinib, dasatinib. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous montre la troisième génération là d'emblée avec le ponatinib. Laissez-moi 3 secondes. Ouais, c'est ça. Donc oui, parce que le ponatinib a été utilisé en combinaison avec la chimiothérapie lourde. Ça n'a pas été trop fait avec le nilotinib et le dasatinib, et a clairement encore amélioré les résultats avec 100% de rémission complète. Donc ça, c'est une expérience américaine qui avait été publiée en 2015. Et vous voyez des courbes de survie sans chute et de survie globale qui sont très significativement au-dessus de ce que je vous ai montré précédemment. Vous voyez, il y avait des survies de l'ordre de 50%. Donc, le ponatinib fait significativement mieux que l'imatinib et aussi que les ITK de deuxième génération, avec néanmoins une toxicité vasculaire en particulier à laquelle il faut prêter attention, notamment dans un bilan pré-thérapeutique. Toxicité qui est dose dépendante. Le ponatinib peut se prescrire entre 15 et 40 mg jour, et à 40 mg jour, la tox vasculaire est plus importante. Et alors, cerise sur le gâteau, dans cette maladie-là des sujets âgés, la possibilité de faire un régime chémo-free, comme disent les anglo-saxons, sans chimiothérapie du tout, combinant l'immunothérapie blinatumomab avec un inhibiteur de tyrosine kinase. Donc ici, vous ai indiqué l'expérience italienne sur une 60aine de patients. Vous voyez que sans chimiothérapie, pourcentage de rémission complète, près de 100%. Devenir à long terme, absolument magnifique. Ici, avec un ITK qui est deuxième génération, qui était le dasatinib.
Ça, c'est sur des sujets âgés, c'est top, hein, parce qu'il n'y a pas de toxicité. Il y a même, les Italiens disent que parfois ils le font de manière ambulatoire pour des patients peu prolifératifs. Donc, c'est l'avenir du traitement de la LPH. Et là, c'est l'expérience américaine sur non pas dasablina, mais ponatinib plus blinatumomab. Donc, vous voyez que le blina est donné à dose intermédiaire de 30 mg dans une phase d'induction avec du blinatumomab qui se donne sur 4 semaines. C'est de la perfusion continue blinatumomab. Les gens partent avec une pompe à la maison. Une phase de consolidation avec de nouveau un cycle de blina et du pona dont la dose est réduite pour limiter justement la tox vasculaire. Et une phase de maintenance qui s'étale sur 5 ans, donc c'est très long, avec du ponatinib à 15 mg. Et des cycles, et un cycle de blinatumomab et des intravésicales. Et voici le devenir de ces patients, qui est tout aussi bon que les courbes italiennes que je vous montrais précédemment, avec une survie qui est proche de 100% et très peu de rechute. Vous voyez, survie sans chute qui est proche de 92% à 2 ans. Donc là encore, confirmation que cette association ITK plus blinatumomab chez ces sujets âgés est une voie extrêmement prometteuse. Il va falloir prendre un petit peu plus de recul pour vérifier que les patients ne rechutent pas plus tardivement. Enfin, on est clairement au-dessus de ce qu'on faisait auparavant. Alors, un point qui n'est pas un point de détail de suivi biologique d'analyse de la maladie résiduelle. Donc, dans la LAL, la chromosome Philadelphie, on peut suivre comme dans la LAL standard. Les LAL à chromosome Philadelphie sont toujours de la lignée B. Soit on utilise les remaniements des immunoglobulines, chaîne longue d'immunoglobulines, mais il y a le fameux BCR-ABL du chromosome Philadelphie. Donc, il y a ces deux marqueurs de la maladie résiduelle. Et en fait, ces marqueurs peuvent être dissociés. Et en particulier, donc vous voyez ici sur cette courbe où chaque point, chaque triangle représente un patient. En X, la maladie résiduelle des immunoglobulines. En Y, BCR-ABL. Et vous voyez qu'il y a des patients qui sont en dessous du seuil de maladie résiduelle IGH, inférieur à 10,4, mais qui gardent un BCR-ABL franchement détectable dans le sang. Donc, c'est ces patients-là qu'on appelle dissociés. Et en fait, en les analysant, on se rend compte que leur devenir n'est pas significativement différent de ceux chez lesquels les deux marqueurs de maladie résiduelle sont concordants, faibles. Donc, on appelle ça une hématopoïèse. Ces patients-là, on les qualifie aussi d'hématopoïèse clonale BCR-ABL+. Et donc, c'est important pour le suivi des patients parce qu'il faut se méfier d'un patient qui reste BCR-ABL+, mais qui a une IG non détectable parce qu'il ne faut pas les surtraiter de ce fait-là. Bon, ces patients dissociés, ils sont plus fréquemment identifiés dans un certain nombre de sous-groupes, en particulier ceux qui ont une translocation grand M-BCR, et puis d'autres contextes. Donc, les leçons de ces études précédentes sur la chromosome Philadelphie, c'est la valeur importante d'une exposition prolongée aux inhibiteurs de tyrosine kinase, clairement une supériorité du ponatinib par rapport à l'imatinib ou le dasatinib, l'efficacité importante et la faible toxicité de la combinaison ITK plus blinatumomab, l'intérêt de suivre plutôt la maladie résiduelle sur IGH plutôt que sur BCR-ABL. Et tenant compte de tout ce contexte-là, la question de la place de la greffe allogénique en première rémission complète, quand on voit les courbes PONA, BLINA que je vous ai montrées, là-dedans, il n'y avait quasiment pas de patients allogreffés. Donc, a priori, si les patients ne rechutent pas au-delà, la place de l'allogreffe dans ce contexte-là va disparaître. Voilà, et un dernier mot, on est dans les temps, pour vous faire part d'un sous-type de LAL de la lignée B qu'on appelle PH-like.
qui a été identifié en fait sur les analyses génomiques nouvelle génération, c'est-à-dire large, avec des mutations qui étaient retrouvées fréquemment dans les formes Philadelphie, mais chez lesquelles on ne retrouvait pas le chromosome Philadelphie ou la translocation BCR-ABL. Donc, c'est des maladies qui ont été rapidement identifiées de mauvais pronostics, avec un pic d'incidence chez l'adulte jeune. Et on a pu dénombrer un certain nombre de mutations qui vous sont représentées là, ou des translocations, qui souvent impliquent le gène JAK2, celui des syndromes myéloprolifératifs, qui est rapproché d'autres gènes sous une forme wild-type ou sous une forme mutée. Parfois des mutations de la kinase ABL, la même que BCR-ABL, mais fusionnées avec d'autres partenaires. Tout ça pour vous dire que dans ces formes PH-like, dans certains cas, il peut y avoir un intérêt à utiliser des ITK, soit le ruxolitinib pour cibler JAK2, donc la molécule que est utilisée pour les syndromes prolifératifs, soit même des ITK type imatinib et ses petits copains, dans des formes impliquant ABL. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui sont pas codifiées encore, qui font l'objet de discussions au cas par cas, mais sur lesquelles on devrait pouvoir colliger un certain nombre de résultats encourageants dans les années qui viennent. Il y a des patients chez lesquels super réfractaires à la chimiothérapie, chez lesquels avec une thérapie ciblée sur ces oncogènes, ont été observées des réponses impressionnantes. Donc, on peut penser qu'il y aura peut-être des schémas de combinaison chimio plus ITK, chimio plus ruxo, chimio plus dasatinib pour les ponatinib pour certains de ces malades-là qui, encore une fois, sont de mauvais pronostics. Voilà, j'en ai terminé. Dans les temps, je vous ai mis mon adresse email si vous avez des questions et je peux répondre à celles que vous auriez d'ores et déjà. Oui. Ah, m'entendez-vous? De rien. Donc, je ne vous ai pas dit, moi, je travaille à l'hôpital Henri Mondor, qui est à Créteil. Je vois qu'il y a des faces socles de la France entière. Bon, bah, si vous n'avez pas de questions, je vous laisse. Vous avez mon adresse email si certaines vous viennent. Vous n'hésitez pas. Et j'espère qu'on se croisera dans le service. À bientôt. Bonne soirée.